Bien, on est de retour. Donc là, on attaque le grand 2. Donc la thèse du grand 2, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est que d'une part, le progrès technique aurait pu nous affranchir du travail, mais il ne l'a pas fait. On a vu pour quelle raison dans la transition. Et que deuxièmement, le problème spécifique que pose le progrès technique, c'est qu'il nous a servi à la technique elle-même. On va essayer d'expliquer pourquoi dans les trois sous-parties qui vont suivre. Je commence avec le petit a, le texte de Günther Anders. Petit a, le corps biologique de l'homme est nécessairement en retard sur l'évolution du système technique et doit malgré tout s'y adapter. Alors, je commence par la première phrase parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Notre monde de produits ne se définit pas comme la somme des produits finis qui le composent, mais comme un processus. La production toujours nouvelle de produits toujours nouveaux. Alors, vous voyez que Anders commence par utiliser le terme de monde pour caractériser l'environnement des objets techniques qui nous entourent. Pourquoi est-ce qu'il utilise ce mot? Pourquoi le mot de monde? Quand nous on parle de monde, d'habitude, on désigne ou bien la Terre, ou bien l'ensemble de la nature, c'est-à-dire l'ensemble de la réalité. C'est ça qu'on entend par le monde. Un sens un peu dérivé, mais qui nous intéresse ici, c'est l'idée qu'un monde, c'est fait de choses qui marchent ensemble, qui sont en relation. Par exemple, dans le monde naturel, vous voyez que vous avez des écosystèmes, donc des ensembles de vivants qui marchent en symbiose. Vous avez des proies pour les prédateurs, vous avez des prédateurs pour éviter le surnombre des proies, vous avez des sources de nourriture pour les animaux. Bref, vous avez des organismes qui s'adaptent à leur environnement. Donc, ici, on a un sens de monde qui est assez proche. C'est l'idée que la technique, elle forme un monde parce que les objets techniques existent en relation les uns avec les autres. Un objet technique, ça existe jamais tout seul. C'est ça que veut dire Anders quand il emploie cette expression. C'est que vous n'avez pas le marteau et puis la nature. Vous avez le marteau, et puis le clou, et puis la planche, et puis les autres planches sur lesquelles vous clouez la planche, et la colle qui permet de souder les différentes parties du meuble ensemble, et les vis, etc., etc. Vous avez tout un ensemble d'objets techniques qui existent les uns pour les autres, ou les uns avec les autres. Si je prends un deuxième exemple classique cité par Heidegger, un philosophe allemand du XXe siècle, qui est le clignotant. Bon, quand sur une voiture vous avez un clignotant, le clignotant n'existe pas tout seul. En fait, le sens du clignotant, c'est d'exister sur une voiture, qui est un autre objet technique. C'est donc d'indiquer dans quelle direction vous allez tourner. Mais cette indication, elle n'a de sens que s'il existe des routes, des feux tricolores, d'autres automobilistes avec d'autres voitures qui veulent connaître vos intentions sur la route. Donc vous avez tout cet environnement technique, aujourd'hui on parlerait peut-être d'écosystème technique, au sein duquel l'outil prend place. Donc ça veut dire que la technique, c'est jamais l'outil isolé, c'est toujours l'outil qui rentre en relation avec un ensemble d'outils. Voilà. Donc ce qui existe réellement, c'est l'ensemble d'outils et pas l'outil isolé. Ça n'existe pas, c'est une abstraction. Donc, vous voyez que dans cette phrase, Anders essaie de définir ce que serait finalement le monde technique ou l'environnement technique, et il va opposer deux concepts, le concept de somme, ligne 1, et le concept de processus, ligne 2. Il nous dit notre environnement technique, c'est pas une somme de produits finis, c'est un processus. Alors quelle différence entre une somme et un processus? Eh bien, une somme, c'est une addition statique de plusieurs objets. Si par exemple je fais la somme des chaussettes que je vois sur le séchoir devant moi, je suis dans la chambre de ma fille, je vois qu'il y a une dizaine de chaussettes. Bon, ça veut dire 5 paires de chaussettes. Et on s'arrête là. J'ai une somme fermée, qui bougera plus, j'ai 10 chaussettes devant moi, bon, très bien. La somme, elle est statique. Le processus, il est dynamique. Un processus, c'est quelque chose qui avance, qui fonctionne et qui n'en finit pas d'avancer et de fonctionner. Par exemple, l'évolution au sens de Darwin, hein, l'évolution des espèces, c'est un processus. C'est une opération qui continue, qui se déroule en permanence et qui n'a pas de date de péremption, qui n'a pas de date de fin prévisible. Alors on pourrait dire que justement ce processus, il laisse sur son chemin certaines sommes statiques,
Par exemple, il laisse sur son chemin des sommes d'individus, des sommes de mammifères. Si vous additionnez tous les individus humains dans le monde, vous obtenez une somme. Bon, si vous additionnez tous les dodos, vous savez, les animaux disparus là, les volatiles disparus il y a quelques milliers d'années, eh bien ça fait une somme fermée. Je suis pas au clair sur la date de disparition des dodos. S'il y a des gens qui sont forts en biologie, faut qu'ils me corrigent. Mais en tout cas, voilà. Le dodo, ça a été une somme d'individus dans l'histoire, ça a disparu, maintenant c'est une somme fermée. Mais l'évolution, elle, c'est un processus, hein, qui ne va pas s'arrêter, qui est tout le temps en train de fonctionner. Et donc, Anders nous dit, la technique, c'est pas une somme d'objets, c'est pas un ensemble d'objets, c'est un processus. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est que la technique, c'est le progrès technique. En fait, mine de rien, il y a une thèse très forte ici, c'est que la technique ne se distingue pas du progrès technique, elle est fondamentalement un mouvement de progrès. Ce que ça veut dire, c'est que il pense qu'on peut pas avoir l'outil technique sans avoir la somme, enfin la série indéfinie de perfectionnement et de nouvelles inventions qui vont suivre le premier outil. Donc vous pouvez pas avoir un marteau sans vous donner la possibilité de faire beaucoup plus tard des choses plus perfectionnées comme une usine de traitement des déchets, une fusée ou une bombe nucléaire. Donc voilà, la technique c'est fondamentalement le progrès technique, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Et j'ai fait une longue parenthèse à ce sujet en TG8, mais là je vais être beaucoup plus concis. Euh, c'est le principal argument des, euh, des gens qui refusent la technique en bloc. Vous avez certains philosophes qu'on appelle des anarcho-primitivistes. C'est des gens qui considèrent que puisque la technique finit toujours par la destruction de l'environnement, enfin en tout cas, puisqu'elle a terminé cette fois-ci par la destruction globale de l'environnement et l'invention d'armes meurtrières, il aurait mieux valu y renoncer. Alors, c'est pas très clair de savoir si pour les anarcho-primitivistes, euh, la technique tourne toujours mal. Mais ce qui est sûr, c'est que le progrès technique est inarrêtable en lui-même, puisqu'il est inhérent au fonctionnement même de la technique. Puisque finalement nous sommes des êtres capables de créer, d'inventer et de perfectionner, il n'y a aucune raison, enfin aucune force qui peut nous contraindre à nous interrompre à un stade donné de l'évolution technique, du progrès technique. Donc l'idée de ces anarcho-primitivistes, c'est de dire que puisqu'on peut pas avoir le marteau sans avoir longtemps après la bombe nucléaire, alors il faut renoncer totalement à la technique. Il faut renoncer au marteau. Donc c'est des philosophes qui, très de façon très cohérente, considèrent qu'on devrait vivre un peu comme des sauvages, à moitié à poil dans la forêt, qu'on devrait s'en tenir à la cueillette et éventuellement à la chasse, mais qu'on devrait surtout s'abstenir de recourir aux moindres outils techniques. Alors, là où ces philosophes manquent de cohérence, c'est qu'eux-mêmes utilisent des moyens techniques rudimentaires, hein, mais en tout cas, ils sont clairement technophobes, c'est-à-dire qu'ils ont une méfiance fondamentale vis-à-vis de la technique. Ils pensent pas que la technique pourrait être réformée, qu'elle pourrait être orientée dans une bonne direction, ou que les États ou que la morale pourraient améliorer finalement la direction que prend le progrès technique. Non, non, ils pensent qu'il faut se débarrasser de la technique. Alors, Anders ne partage pas ce constat. Anders, y a rien dans le texte qui permet de dire qu'il voudrait se débarrasser de la technique, mais vous voyez qu'il partage avec les anarcho-primitivistes ce constat initial de dire on peut pas avoir la technique sans le progrès technique. La technique va engendrer forcément, nécessairement, un progrès indéfini. Enfin, en tout cas, une évolution indéfinie. Ensuite, à voir si c'est un progrès. À voir si c'est un progrès. Donc, jusqu'ici, que nous dit Anders? Euh, il nous dit que donc la technique, c'est ce mouvement de modification permanent qui fait que on a sans cesse des inventions. La technique ne s'arrête pas, elle reste pas statique, elle est dynamique, c'est un processus, donc elle s'arrête jamais. Vous voyez les lignes de A4, hein, c'est un processus indéfini, ouvert, plastique, toujours prêt pour de nouvelles transformations, toujours prêt à s'adapter à de nouvelles situations, toujours disponible pour de nouvelles tâches. Donc le monde de la technique, c'est le monde de la nouveauté perpétuelle. Et ça, vous en faites peut-être l'expérience avec bah, les machines que vous voyez apparaître tous les jours. Hein. Il se passe pas un jour sans que dans les journaux sur Internet,
On nous parle d'un nouveau robot avec des capacités extraordinaires, d'un nouveau logiciel qui peut faire des choses que personne ne pouvait faire auparavant. On a vraiment l'idée que la technique, c'est non seulement la nouveauté, mais la nouveauté dont le rythme a tendance à s'accélérer, de façon exponentielle. Alors, jusqu'ici, ça ressemble à des bonnes nouvelles. Tant mieux. Tant mieux finalement si la technique c'est une évolution perpétuelle, dans le sens d'une efficacité croissante, hein. Au fond, progrès technique, ça veut dire ça, ça veut dire qu'on a des machines de plus en plus efficaces, de plus en plus aptes à faire les tâches qu'on leur attribue. Où est le motif d'inquiétude là-dedans? Où est le problème? Bah, le problème, il arrive dans le deuxième paragraphe. Je le relis. Et nous, et notre corps, celui du constructeur de fusées ne se distingue pas de celui de l'homme des cavernes. Il est stable sur le plan morphologique. Moralement parlant, il est raide, récalcitrant et borné. Du point de vue des instruments, conservateur, imperfectible, obsolète. Un poids mort dans l'irrésistible ascension des instruments. Bref, le sujet de la liberté et celui de la soumission sont intervertis. Les choses sont libres, c'est l'homme qui ne l'est pas. Alors, vous voyez que l'idée principale de Anders ici, c'est d'opposer le schéma évolutif de l'objet technique et le schéma évolutif de l'homme. Le schéma évolutif de l'objet technique, c'est le progrès. Le progrès inarrêtable, faute de meilleurs termes, je sais pas comment on pourrait mieux dire ça, un progrès qu'on ne peut pas arrêter, un progrès qui a tendance à s'accélérer, à devenir de plus en plus rapide. Et vous voyez qu'il oppose ces deux traits au corps humain, aux caractéristiques du corps humain. Donc la loi de l'évolution du corps humain, elle est essentiellement biologique, c'est-à-dire que l'évolution de notre corps ne suit pas le rythme exponentiel de la technique, mais plutôt, si on veut, le rythme, alors je veux dire logarithmique, c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas le rythme très lent euh, de, de l'évolution biologique. Donc ça veut dire que sans intervention technique, notre corps ne se modifie que à la hauteur de la pression évolutive qu'il subit. Si on pouvait faire abstraction de l'influence de l'homme sur l'environnement, toutes les modifications du corps humain viendraient simplement du mécanisme de la sélection naturelle. Autrement dit, un mécanisme qui opère sur des durées extrêmement longues. Extrêmement longues. Ce qui veut dire que concrètement, votre corps est à peu près le même que le corps de Toutankhamon, donc le corps de Jésus-Christ. Maintenant, quand vous comparez les instruments techniques que pouvait manier Toutankhamon ou que pouvait manier Jésus-Christ, vous avez affaire à des choses redoutablement différentes, hein. C'est-à-dire que vous voyez bien que par exemple les maisons qu'on pouvait avoir en Judée au temps de Jésus-Christ étaient relativement rudimentaires, faites de torchis, de murs en argile, etc. Vos maisons sont faites en béton, elles sont équipées de plein d'équipements qui servent à avoir de l'eau, de l'électricité, enfin bref. Votre monde a parfaitement domestiqué la nature, l'a transformée en gisement de ressources à l'usage de l'homme. On a affaire à des instruments radicalement différents. Alors, quel est le problème? Bah, vous voyez bien que le problème pour Randa, c'est que le corps humain n'arrive pas à suivre le rythme du progrès technique. C'est-à-dire que le progrès technique, pardon, excusez-moi, l'outil technique évolue beaucoup plus vite que le corps humain, à un rythme beaucoup plus important. Ce qui veut dire que on commence à arriver dans des époques où dans une vie humaine, on n'a pas le temps de se faire à l'évolution des techniques. Vous voyez bien par exemple que vos grands-parents peuvent être un peu mal à l'aise dans l'usage de l'informatique, dans l'usage des téléphones, des applications, de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en une vie humaine, on est passé du papier, à l'écriture sur papier par exemple, à l'écriture sur ordinateur, de la correspondance par lettre à la correspondance par mail, puis maintenant par messagerie instantanée, par les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc, vous voyez que la maîtrise, on a de moins en moins de temps pour maîtriser des technologies de plus en plus sophistiquées. Alors, là, normalement, vous allez m'adresser une objection, vous allez me dire, oui, mais monsieur, une chose est d'inventer et de concevoir un outil sophistiqué, ça c'est le travail des ingénieurs, et autre chose est de maîtriser l'outil en tant qu'utilisateur. Et vous me direz à raison que c'est beaucoup plus facile d'utiliser un téléphone portable que de le concevoir ou de le construire. Et là, vous aurez totalement raison. Et vous me répondrez peut-être aussi que finalement, les ingénieurs conçoivent les objets techniques pour qu'ils soient
plus facilement, enfin le plus facilement maîtrisable possible. Et en ce sens, c'est peut-être encore plus facile d'utiliser un outil sophistiqué comme un téléphone portable que d'utiliser un outil moins sophistiqué comme une machine à écrire. Et là, vous auriez raison. Vous auriez raison. Donc, quel est exactement le point de vue de Anders? Qu'est-ce qu'il reproche à cette différence de rythme entre le progrès technique et l'évolution du corps humain? Bah, comme d'habitude, je vais partir d'un exemple pour montrer ce que veut dire Anders. Prenez par exemple votre panoplie d'écran. Vous, normalement, vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone portable. Chez vous, il y a sans doute une télévision, peut-être une radio, plutôt la radio de vos parents, j'imagine. Vous avez peut-être des projecteurs. Il y en a qui ont des projecteurs pour diffuser des films sur un mur, sur ce genre de choses. Bon, vous avez toute une panoplie d'écrans. Et tous ces écrans proposent différents types de contenus qui vont se disputer votre attention. C'est-à-dire que vous avez des notifications qui vont émaner d'une série de logiciels, de TikTok, d'Insta, de Snap, de tout ce que vous voulez. Et ces différentes plateformes veulent votre attention. Parce que c'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent, hein. C'est quand vous passez du temps dessus. Bon. Et donc, on a toute une série d'écrans qui se disputent notre attention, notre temps d'attention dans la journée. Le problème, c'est que ces plateformes ont bien compris que notre attention n'était pas illimitée. Que l'attention humaine, c'est une somme finie. Au début de la journée, vous avez une certaine quantité d'attention qui a tendance à diminuer et à s'épuiser relativement vite. C'est d'ailleurs en partie pour ça que vous avez des pauses entre les cours, c'est qu'on sait très bien que 4 heures de cours magistral sans pause, c'est possible pour personne, et encore moins pour les élèves que pour le professeur. Donc l'attention humaine, elle a besoin aussi d'interruptions, de repos. Le problème de cette sollicitation permanente de l'attention, c'est que ça épuise votre fenêtre d'attention, c'est-à-dire la durée continue dans laquelle vous pouvez rester attentif de façon suivie, et ça va vous diriger naturellement vers des contenus de plus en plus courts, de plus en plus séquencés, hein. Typiquement, dans le passage de YouTube à TikTok, on voit quand même un raccourcissement général des formats. Alors moi, je n'ai pas TikTok parce que je suis un vieux con, mais de ce que j'ai pu en comprendre, c'est des formats qui vont de 15-20 secondes à 1 minute. Donc c'est quand même plus court que la vidéo moyenne sur YouTube à mon époque, dans les- il y a 15 ans, quoi. Il y a 10-15 ans. C'est des formats beaucoup plus courts. Donc ça veut dire qu'on se met à avoir un écosystème technique qui correspond plus aux capacités biologiques de l'homme. Parce que votre cerveau, c'est l'image que je prenais en TG8 et je me permets de la reprendre ici, votre cerveau, globalement, il est fait pour manger des myrtilles dans une cave obscure et être averti s'il y a un très léger bruit de pas à l'entrée de la caverne. Donc, vos sens sont relativement perfectionnés, en tout cas votre ouïe et votre vue sont plutôt pas mauvaises, comparées au reste des mammifères, et votre cerveau est fait pour aller chercher la moindre sollicitation, la plus faible soit-elle, pour pouvoir réagir de façon appropriée, pour fuir, pour attaquer, pour ce genre de choses. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand notre cerveau est en permanence bombardé par des informations, des couleurs, des sons extrêmement variés, des flashs, ce genre de choses? Ben notre cerveau est désorienté. C'est pour ça que quand on arrive dans une grande ville remplie de panneaux publicitaires, on peut avoir une expérience de désorientation, de sursollicitation, parce que notre cerveau est simplement pas fait pour ça. D'accord? Nous, on est fait pour une attention de longue durée qui va capter des signaux faibles. Or, la technique nous oriente dans le sens inverse, vers des contenus beaucoup plus brefs et beaucoup plus violents. Parce qu'il y a une sorte de surenchère de course à l'attention, dans laquelle tous les médias vont venir essayer de capter, justement, notre attention. Donc ça veut dire que dans ce caractère continu et inarrêtable du progrès technique, notre corps, à un moment, arrête de suivre. Il arrête de... il ne peut plus suivre le rythme de la machine. Si vous prenez un autre exemple, alors là je remonte en arrière d'un bon siècle, mais si vous prenez l'exemple de Chaplin dans les temps modernes, un film que vous avez tous vu normalement, au moins en histoire, vous voyez que tout le comique du film vient du fait que Chaplin n'arrive pas à suivre le rythme de la chaîne de montage. C'est-à-dire que la chaîne de montage lui apporte des objets à visser ou à rectifier d'un coup de marteau, et lui ne peut pas suivre la cadence de la machine. Parce que la machine, ça lui pose aucun problème de balancer 1000 objets par minute. Mais le corps humain, il a cette limite biologique de je peux pas faire en fait 1000 objets par minute. C'est pas possible. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre
l'outil technique qui va indéfiniment se perfectionner, et le corps humain qui va à un moment rencontrer une limite. Forcément, le corps humain est limité. Limité au moins par la lenteur, l'immense lenteur de l'évolution biologique. Il est possible que si l'humanité survit encore 3 ou 4 000 ans, voire plutôt 10-15 000 ans, il est possible qu'on voit apparaître de petites modifications dans le corps humain, dans le fonctionnement de la vue ou de l'ouïe, pour s'adapter justement à l'écosystème technique, ou à l'omniprésence des divertissements. Mais en attendant, on n'y est pas. On n'y est pas, et tout le problème c'est que on devient, euh, on devient esclave du rythme de la machine. C'est exactement ce qui se passe dans les temps modernes, hein. Chaplin est esclave du rythme de la machine. De même, nos vies sont rythmées par des machines. C'est-à-dire que si vous prenez cette innovation comme, enfin cette innovation, cette nouveauté qu'est euh, le télétravail en droit, ça permet une connexion continuelle et un travail ininterrompu. Je veux dire, dans l'absolu, avec le télétravail, on peut bosser 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui interdit cette possibilité? Bah, d'une part, le droit. Dieu merci, le droit nous dit on n'est pas obligé de bosser 24 heures sur 24, et c'est même interdit. Mais aussi la capacité du corps humain qui ne peut pas se passer de dormir, de manger ou de faire des choses comme ça. Donc ça veut dire que quand nous sommes, quand nos capacités dépassent celles de l'outil, c'est nous qui sommes libres. Là, je suis en train d'expliquer la dernière phrase du texte. Finalement, quand Anders nous dit les choses sont libres, c'est l'homme qui ne l'est pas. Quand je peux plus que l'outil ou que la machine, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide du rythme de la machine, de son usage, de ses capacités. Mais quand je peux moins qu'elle, elle me domine. C'est elle qui est libre et c'est moi qui ne le suis pas. C'est-à-dire que si on attribue par exemple à des intelligences artificielles la capacité de prendre des décisions à notre place, si on commence par décréter qu'elles sont plus intelligentes que nous, qu'elles ont des capacités de calcul supérieures, et que pour ces raisons, elles peuvent prendre des décisions plus sages, bah, ça veut dire que on se met à leur service et qu'on se met nous-mêmes en demeure de les écouter et de faire ce qu'elles disent. Donc, si vous voulez, le problème que soulève Ender, c'est le problème ouverture versus fermeture. Ouverture du rythme du progrès technique versus fermeture du corps humain. Et donc, ça pose évidemment la question du rythme, c'est-à-dire est-ce que je peux suivre la machine dans son rythme de travail, dans son rythme de pensée, dans son rythme de production? Est-ce que c'est pas moi qui vais être à la traîne? Et donc, est-ce que c'est pas moi qui vais être au service de la machine? Dans la mesure où c'est les capacités de la machine qui vont définir le rythme normal du travail. C'est ça le problème. Vous voyez? C'est que finalement, si on dit la norme c'est la machine, ça veut dire que maintenant c'est à moi de me hisser à son niveau. Le problème c'est que je peux pas. Donc, où est-ce qu'on va, enfin, est-ce qu'on va accepter cette limitation intrinsèque de l'homme, ou est-ce qu'on va essayer de la refuser, et dans ce cas-là, on va essayer de, autant que faire se peut, de mécaniser l'homme. Donc finalement, le risque que pose ce caractère indéfini du progrès technique, c'est justement la mécanisation de l'homme, la transformation à marche forcée de l'homme en auxiliaire ou en substitut de la machine, qui pourrait adopter le rythme de la machine, ou qui pourrait, autant que faire se peut, la rejoindre dans ses capacités. Tout le problème étant que c'est impossible, et donc c'est forcément douloureux ou dégradant pour le travail humain. Encore une fois, CF Chaplin dans les temps modernes, Chaplin est un travailleur aliéné, malheureux, parce qu'il est dirigé par un écosystème technique. Il n'est pas maître de son travail, au contraire, c'est la machine qui décide à quelle cadence il doit travailler, quel genre de choses il doit faire, et quel genre d'outils il doit employer. Donc là, on voit bien que le progrès technique ne nous libère pas du travail, au contraire, le progrès technique va fixer une norme selon laquelle notre travail doit être accompli. La norme étant la capacité de la capacité de la machine. Donc, il faut vraiment prendre garde à cette tentation de considérer ce que peut faire la machine comme la norme du travail humain. Là, on a un vrai risque d'esclavage. Alors justement, cet asservissement de l'homme au rythme machinique, au rythme de la machine, on va en reparler dans le texte suivant, dans le petit b.